Tout commence donc à l'équateur, dans une immense machine thermique où l'air chaud s'élève. Et pour considérer tout ceci, il faut utiliser 5 lois de la physique, dont la première, qui est celle des gaz parfaits, PV égale nRT, que l'on formule en approximation très bonne pour l'air à pression et température usuelle, P égale ρ multiplié par R multiplié par T, où ρ est la densité, R est la constante spécifique du gaz, 287 joules par kilo, était la température absolue en Kelvin. Si la pression P est approximativement la même pour une parcelle d'air et son environnement, hypothèse de parcelle rapide et locale, alors la densité est égale à la pression divisée par RT. Autrement dit, à pression constante, une augmentation de la température fait diminuer la densité. Et pour expliciter tout ceci, prenons un exemple numérique avec la pression à 101 325 pascal ou 1013,25 hectopascal, la pression moyenne que nous connaissons. La densité de l'air sec à 20 degrés centigrades, soit 293,15 Kelvin, eh bien, elle est de 1,204 kg par mètre cube. À 30 degrés centigrades, soit 303,15 Kelvin, eh bien, la densité est à 1,164 kg par mètre cube. La différence est d'environ 3,3%. C'est souvent suffisant pour produire une accélération ascendante notable en intégrant le fait que dans l'atmosphère, on combine cet effet avec des gradients verticaux et des forçages. Il faudra ajouter une deuxième loi qui favorisera l'élévation de l'air chaud, celle qui concerne l'humidité. En effet, l'air sec est essentiellement constitué d'oxygène et d'azote, et si nous calculons la masse molaire de l'air, en prenant la masse molaire de chaque élément multiplié par la mole, en la révisant au pourcentage de la masse et en faisant l'addition, eh bien, nous arrivons à 28,97 kg par kilo de mole. Alors que, tout simplement, eh bien, l'air humide, lui, est constitué donc de H2O, soit 18,0 grammes par mole. Ainsi, l'humidification réduit la densité, mais typiquement, l'effet de la température est plus fort que l'effet de l'humidité. En calculant la densité d'air saturé, on trouve une diminution d'environ 0,87% par rapport à l'air sec à 20 degrés centigrades. Au total, ce sera donc avec le 3,3%, eh bien environ 4,1 à 4,2% de diminution de densité pour de l'air chaud humide, et donc tout ceci favorisera son élévation. Une autre loi de la physique va intervenir maintenant, et vous la connaissez tous d'une manière intuitive. Quand il fait plus chaud et plus humide, vous ressentez la lourdeur de l'air qui est décrite par la pression de vapeur saturante. C'est un élément clé de la convection équatoriale qui est formulé par la relation fondamentale de la loi de Clausius-Capéron, qui décrit la dépendance de la pression des vapeurs saturantes en fonction de la température. Si on la simplifie et qu'on effectue un calcul à T égale 293 Kelvin, soit 20 degrés centigrades, eh bien, on obtient une variation de 6,3% par Kelvin. Donc, chaque augmentation de Kelvin augmente la pression des vapeurs saturantes d'environ 6% au voisinage de 20 degrés. C'est pour cela qu'un air plus chaud peut être beaucoup plus capable de contenir de la vapeur. Il faut ajouter à ces trois premières lois de la physique une quatrième qui est l'accélération de la flottabilité, dépendante du principe d'Archimède, avec l'accélération dépendante du G, donc la constante gravitationnelle, et de la température de la particule et de son environnement. En prenant une température de particule à 35 degrés centigrades, soit 308 Kelvin, et l'environnement à 293 Kelvin, donc 20 degrés centigrades, eh bien, on obtient une accélération de 0,5 mètres par seconde au carré, soit une vitesse en 30 secondes de 15 mètres par seconde verticalement. C'est la base d'un courant ascendant convectif énergique. Il y a un cinquième et dernier élément à prendre en considération pour comprendre que la zone de convergence intertropicale est une immense machine thermique. Il s'agit de la chaleur latente et de son dégagement.
À la différence de la chaleur sensible que nous ressentons tous, la chaleur latente est libérée lors des changements d'état, soit ici la condensation, soit donc le changement de l'état gazeux à l'état liquide. Et pour l'exprimer, prenons une équation simplifiée. Q, énergie dégagée par la condensation en joules, égale LV fois M, soit la chaleur latente de vaporisation, de condensation de l'air, qui est égale à 2,5 fois 10 exposant 6 joules par kilo, multiplié donc par M, la masse d'eau condensée en kilos. Et si nous prenons un exemple très concret, si 1 gramme de vapeur d'eau se condense, soit Q égale 2,5 fois 10 exposant 6 fois 1 millième, donc évidemment 1 gramme égale 1 millième de kilo, eh bien cela donne 2500 joules. Et si nous essayons de transcrire cela en différence de température, avec donc l'équation Q divisée par Cp, soit la capacité calorifique de l'air multipliée par la masse, donc 1 mètre cube d'air égale environ 1,2 kg, eh bien cela donne un changement de température, une augmentation de 2,1 degrés centigrades. Cela montre pourquoi la condensation libère beaucoup d'énergie et peut fortement renforcer les courants ascendants. Il faut d'ailleurs ajouter à ce sujet que le roi des courants ascendants, c'est-à-dire l'ouragan, peut produire la moitié de la production mondiale d'électricité en un jour grâce au dégagement de la chaleur latente. Pour conclure sur la zone de convergence intertropicale, nous avons pu comprendre à travers la première loi, celle des gaz parfaits, que l'air chaud s'élève plus facilement que l'air froid, à travers la deuxième loi, qu'il s'élève d'autant plus facilement qu'il est humide, et à travers la troisième loi, celle de Clausius-Capéran, qu'il s'élève encore d'autant plus facilement que l'air chaud peut contenir plus d'humidité. À travers la quatrième loi, celle de la poussée d'Archimède, nous avons pu comprendre que plus la flottabilité augmente, plus la vitesse verticale augmente. Et enfin, à travers la cinquième loi, celle du dégagement de chaleur latente, que celle-ci renforce l'augmentation de la température et donc renforce la flottabilité et donc la vitesse verticale. Ceci alimente le système convectif de la zone de convergence intertropicale, qui est une immense machine thermique basée sur une rétroaction positive.